Bonjour, on est chez Johan à la ferme du Sarat qui va nous montrer un système très ingénieux pour l'eau, pour l'arrosage. Donc il a fait un arrosage automatique qui n'est pas connecté au réseau d'électricité ni au réseau d'eau. Bonjour à tous, moi c'est Johan Cobé. Je suis maraîcher depuis 10 ans du coup, dans la vallée d'Argelès-Gazost en montagne. Donc ici on est à 500 mètres d'altitude. Alors je fais du maraîchage depuis 10 ans et voilà, sur 5000 m² de maraîchage et en tout 4 hectares avec de la forêt et pas mal de prairies. Donc voilà, on a une problématique depuis un petit moment, c'est l'eau. Enfin, c'est une problématique, bon, mais pas que d'ici, un peu partout, quoi. Surtout qu'on est sur un coteau, donc il n'y a pas beaucoup de terre et ça nécessite d'arroser très régulièrement parce qu'on n'a pas non plus beaucoup d'argile dans le sol. Voilà. Ouais, il y a peu de terre, c'est en pente. Peu de terre en pente, exactement. Et en plus peu d'argile qui retient l'eau. Et exposé plein sud. Exposé plein sud. Et puis là, ici, ça fait combien d'années ici que tu es implanté sur ce lieu? Donc là, ça fait 5 ans, donc 4 ans de maraîchage. 5 ans, 4 ans de maraîchage, donc tu as un système aussi de couverture de sol où tu crées de l'humus petit à petit. Mais en tout cas, sans eau, ça ne serait pas possible, sans arrosage, ça ne serait pas possible d'avoir des productions ici. Ça dépend des années. Ça dépend des voilà, des années comme cette année, donc l'été 2022, ben, du coup, si on n'arrosait pas 2 fois par jour, il y a tout qui grillait. Et même en arrosant, il y avait pas mal de légumes qui grillaient. Voilà. Mais du coup, voilà, j'utilise une technique, c'est le non-travail de sol, donc c'est intégrer des engrais verts d'hiver en couverture d'hiver pour éviter le lessivage. Et du coup, planter directement au printemps, directement dedans, pour éviter de remuer le sol et casser la structure. On est devant le système d'arrosage intégré où on voit, tu vas nous expliquer rapidement, il y a des électrovannes avec un réseau primaire et des réseaux secondaires. Et on va aller monter tout en haut là-bas. Est-ce que tu peux nous expliquer juste rapidement en une minute en quoi consiste tout ton système entre la mare, ce réseau de répartition et dans tes serres. Et puis après, on va aller faire en détaillé sur les 3 lieux. Merci. Okay, très bien. Donc du coup, là, on a le réseau primaire. Donc c'est un tuyau de 50 qui est directement mis dans la mare. Donc juste mis. Et par système de siphon, comme la mare est au-dessus, l'eau descend par gravité. Voilà. Donc à partir de là, nous avons 4 vannes, 4 tuyaux, donc qui correspondent à 4 parcelles différentes. Et à chaque tuyau, du coup, il y a une électrovanne, un filtre. L'électrovanne permet du coup l'ouverture et la fermeture, on va dire, automatique du système. Et c'est branché à un boîtier pour justement pouvoir programmer du coup cet arrosage de manière, on va dire, souhaitée. Donc s'il fait très chaud, arroser un peu plus longtemps, ou justement s'il pleut, du coup arrêter l'arrosage automatiquement. Ouais, voilà. Le fait d'avoir 4 réseaux, ça permet aussi d'avoir assez de pression pour que l'eau elle aille bien jusqu'au bout de chaque circuit. Si tu as envoyé l'eau dans tous les circuits en même temps, ça fonctionnerait moins bien. Donc tu as réparti. Et puis aussi parce que tu as des asperceurs et des gouttes à gouttes et on n'arrose pas en même temps avec asperceur et goutte à goutte. Tu fais, c'est ça en gros, ouais. Oui, c'est ça. Après, avec un tuyau de 50, je pourrais justement envoyer l'eau dans 2 tuyaux, parce qu'après, c'est des tuyaux secondaires qui sont en 25. Je pourrais en mettre en 2, mais c'est plus facile de gérer parcelle par parcelle. Voilà. Et selon la déclinité aussi, parce que du coup, on est sur des terrains en pente, sur ce système-là d'électrovanne, on a aussi quelque chose qui permet du coup de régler la pression, donc un réducteur de pression. Voilà. Il suffit juste de tourner. Voilà. Intégré à l'électrovanne. Ouais, parce que par exemple, plus bas, on ira voir plus tard plus bas, il y a une parcelle qui est beaucoup plus bas, et comme c'est plus bas, il y a plus de pression. D'accord. Donc là, voilà. Et là c'est des filtres à tamis, c'est ça ou... Des filtres à tamis, c'est ça, oui. Oui. Que je nettoie, on va dire, tous les mois, on va dire. Voilà. Ok. Donc on récapitule: électrovanne, filtre à tamis. Tu as même des vannes manuelles, arrivée d'eau ici qui se fait par la mare, parce qu'on va voir tout en haut, il y a une mare qui réceptionne l'eau de la source et parce qu'elle a été mise en hauteur, tu bénéficies de la gravité, c'est ça, pour arroser le tout, comme on va le voir par la suite. Et là, un système Rainbird qui est ton système en fait qui va commander les électrovannes et qui est ta pile et que tu programmes automatiquement et tu changes les piles tous les combien, il y a pas de... Alors là il y a 2 piles 9 volts, donc une pile c'est donné pour tenir 1 an, donc là avec ça j'en ai pour 2 ans, voilà. Donc c'est vraiment pas du tout, on va dire, énergivore en soi. Ok. Et là ça fonctionne bien, tu es content de ce système? Alors j'ai pas beaucoup de recul parce que c'est la première année que je l'ai mis en pratique, mais c'est bien de le dire. Ouais. Voilà, mais je suis très content de ça parce que
Par exemple, si j'oublie une vanne et que je rentre chez moi, du coup je dois revenir. Là, tandis que là, ça se ferme automatiquement, j'ai rien besoin de penser, quoi. J'arrive le matin, tout est arrosé. Voilà, là on est à côté de la fameuse mare, hein, donc, qui est 30 mètres au-dessus, tu disais en altitude, en dénivelé. 30 mètres, ouais, 25-30 mètres au-dessus des serres, là, à peu près. Donc on a la fameuse mare qui te récupère ton eau de source. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, là, du coup, plus en détail, s'il te plaît? Oui. Alors déjà avant la mare, du coup, j'ai dû réaliser quand même des travaux, de grosses œuvres, donc faire venir une grosse pelle mécanique pour déjà creuser le bassin. Parce que comme dans tout le terrain ici, c'était terre en pente, donc il a fallu creuser partie amont pour ramener la terre en bas pour faire une digue. Parce que du coup, ça fait quand même du volume d'eau et beaucoup de pression. Voilà. À partir du moment où le bassin en soi a été creusé, il a fallu mettre un feutre anti-poinçonnement. Du coup, c'est ce qu'il y a dessous. Là, on peut voir, on peut dire peut-être pas ici. Ouais, le feutre blanc là qu'on voit ici, là, feutre blanc type bidime, géotextile, qui empêche, voilà, ce blanc là derrière là qu'on voit. Ouais. Voilà, c'est pour éviter qu'avec la pression de l'eau, du coup, la bâche PDM ne se perce en contact avec des cailloux. Voilà. Et du coup, par-dessus, après, poser la bâche PDM. Donc, c'est une bâche PDM spéciale pour les bassins. Donc, ça fait 1,2 mm d'épaisseur. Et là, par exemple, pour un bassin de entre, je dirais, 120-150 cubes, je pense 150, il fallait 300 mètres carrés de bâche PDM. Voilà. Donc, une bâche de PDM de 300 mètres carrés, ça pèse environ 300 mètres carrés, ça pèse environ 500 kg. Il y a 20 mètres par 15. D'accord. Ouais, voilà. C'est pas grand, mais comme c'est en rond, c'est problématique. Bon, si c'était à refaire, je le ferais vraiment de manière carrée pour éviter tous les plis. Tous les plis aussi, parce que du coup, essayer de mettre quelque chose de plat sur quelque chose de rond, tu verras que ça fait des plis dans tous les sens. Voilà. Et du coup, une fois que la bâche a été posée, j'ai surélevé les côtés pour gagner, on va dire, 30 ou 40 cubes, juste en augmentant de 80 cm de haut. Là, ça arrive que l'eau, elle arrive à ce niveau-là? C'est ça. Ça arrive des fois dans l'année, ouais. Oui, ça arrive. Quand, du coup, je ne suis pas obligé de trop arroser et qu'il pleut et que la source gonfle. Là, on précise qu'on est quand même fin août et il y a de l'eau dans ta mare. Hein. Il reste de l'eau, malgré le fait que la source ne coule quasiment plus. Donc voilà, ça fait vraiment le taf de zone tampon. Pour une première année où tu as mis en œuvre ton système d'arrosage, c'est quand même, moi d'un regard extérieur, une réussite dans le sens où on voit qu'on a eu un été très chaud, très chaud, et tu as réussi à arroser tes cultures, à faire des productions, et ta mare, elle est toujours en eau ici. Hein. Oui, c'est sûr. Hein. Si j'avais pas ça, je pense pas que j'aurais continué des légumes cette année, à mon avis. Et puis en plus de ça, en plus d'avoir cette eau pour les légumes, il y a aussi de l'eau aussi pour nous. Quand il fait chaud, ça fait du bien de pouvoir se tremper dedans aussi. Et aussi de mettre de la vie dans cette eau-là. Donc par exemple, il y a de la grenouille, du crapaud, il y a suffisamment de biodiversité dedans. Donc là, j'ai introduit des poissons dedans aussi. Donc ils sont énormément développés, il y a plein d'alevins maintenant qui sont développés. Et j'ai mis ces poissons vraiment exclusivement quasi contre les larves de moustiques. C'était un problème du coup en début de saison. Et ça a été réglé en très peu de temps avec les poissons. C'est quoi comme poisson, comme espèce? En grosse partie du coup c'est des cyprinidés, donc ça va être là c'est du rotangle. Du rotangle, voilà. D'accord. Qui sont bien développés, donc là il y a des alevins partout. Oui, donc ce qui est bien aussi, comme tu le disais, c'est que ça crée un autre milieu, ça crée un autre habitat en fait dans ton écosystème jardin, dans ton écosystème maraîchage qui est favorable à la biodiversité, pour les oiseaux, pour les grenouilles, tu as rajouté des poissons. Et voilà, c'est aussi favorable à la vie, à la biodiversité, pour l'équilibre global du milieu en termes écosystémiques, on va dire. Oui, tout à fait. Là, c'est pas notre tuyau, c'est le gros tuyau, c'est le tuyau de 50 qui arrive directement au départ, au branchement des électrovannes. Donc c'est le tuyau de 50 qui est directement mis dans l'eau, quoi, voilà. D'accord. Et tu l'as mis dans l'eau et tu l'as rempli d'eau avant de le mettre dans l'eau? Oui. Parce qu'il y a la petite astuce justement pour que l'eau puisse s'écouler, il faut le remplir entièrement parce que là on voit par exemple qu'il retombe à l'intérieur et si tu ne l'avais pas rempli préalablement totalement d'eau, l'eau ne s'écoulerait pas, je ne me trompe pas? C'est ça, il faut remplir le tuyau on va dire à moitié, vraiment à la moitié et puis normalement ça tire l'eau sans aucun souci, voilà. Alors là, dans ce système-là, du coup, le tuyau est juste mis dans l'eau. J'ai fait attention, j'ai mis quand même un poids au fond pour amener le tuyau au fond et une bouteille pour le surélever, pour que du coup le tuyau ne touche pas le fond. Parce
que sinon ça aspirerait les feuilles. Ah, c'est pas con ça. Voilà. On voit la bricole avec la. Donc effectivement, il y a une ficelle avec le poids, le caillou et la bouteille qui garde l'équilibre. Voilà, Ouais, c'est bien ça. vu, ouais. C'est bien, c'est à la MacGyver ici et ça fonctionne. Complètement. C'est top, ça. Mais bon, MacGyver, il aurait mis un filtre ou une crépine. Ah, on peut pas tout faire parfait dès la première année. Oui, bon, du coup il y a quelques poissons qui sont déjà retrouvés là-dedans et du coup dans le filtre. Ah merde. Et ouais, voilà, tu vois. Ouais, ouais. Donc, mais bon, pour l'instant c'est très bien comme ça, mais cet hiver je ferai mieux quoi. La profondeur d'eau là au centre, il y a combien? Il y a 2,80 m. 2,4 m. Ah oui. Que ça c'est le tuyau qui arrive de la source directement, donc la source qui est captée à 100 et quelques mètres d'ici et qui est envoyée directement dans cette cuve à eau, donc c'est une cuve à eau normale de 1000 litres. Donc du coup le tuyau part au fond. J'ai mis ce système là, on va dire c'est un système tampon pour éviter pour éviter que les éléments solides qui sont captés dans la source ne se retrouvent directement dans le bassin. Donc en début de saison, c'est appréciable d'avoir de l'eau assez propre, quoi, si on veut se baigner surtout, entre autres, mais bon voilà. Et du coup, l'eau va dans ce bac-là, et du coup, par débordement, retombe. Donc les éléments solides partent au fond de la cuve, et l'eau propre retombe par débordement dans le lac, dans le bassin. Et là, donc il y a un débit variable au fur et à mesure de l'année. Forcément, j'imagine printemps, il y a un peu plus Très variable, maintenant, oui. Ça. Donc là par exemple, en fin de saison, donc là on est en début septembre quasiment, là le débit il est à peine de, on va dire, 700-800 litres par jour, tandis qu'en début de saison il était de 4 mètres cubes par jour. Voilà. Tu sais combien tu consommes d'eau à peu près en moyenne par jour avec ton arrosage? Ça dépend vraiment de l'été, si c'est été ou hiver quoi, c'est sûr, mais je pense qu'en plein été je dois être minimum 1,5 mètre cube par jour, minimum. Ok. Et puis, ce qui est super, regardez la vue. Hein. C'est magnifique. Hein. On est dans les Pyrénées, Hautes-Pyrénées, hein, super beau, avec un très beau paysage sur les pics juste en face. Et en pleine nature. Hein. Tu vas nous montrer un peu plus en détail. Il y a donc un système de goutte à goutte, un système d'asperceur. C'est toi qui as tout fait, tout seul, dans la conception, la mise en œuvre et tout ça? Oui, c'est ça. Okay. Donc là du coup on part de l'électrovanne qui est juste là-bas, donc juste une électrovanne qui est juste pour cette serre là. Donc on part là avec un tuyau de 25, donc un tuyau de 3/4. Et de là en fait soit j'ouvre cette vanne là et ça part directement dans les asperceurs qu'il y a au-dessus. Donc les asperceurs du coup c'est des tuyaux de 25 pré-percés et dedans du coup tous les 2 mètres il y a un asperceur. Voilà. Donc il y a 2 rampes pour une serre de 9,30 m, il y a 2 rampes pour arroser la totalité de la serre. Donc il y a un asperceur tous les 2 mètres. Et voilà, bon, ça fait largement son travail, mais seulement, on va dire, en hiver et au printemps pour les légumes, surtout feuilles. Voilà, pour les tomates, du coup, c'est arrêté. Ouais, pour pas développer la maladie, le mildiou, voilà. on n'arrose pas les feuillages des tomates comme ça. Même si dans certains cas ça peut se faire, mais moi je ne préfère pas le faire. Voilà. L'asperceur, on le voit bien, il est là, hein, c'est ici. C'est l'asperceur, voilà. Ici qui ressort là, donc il va faire une pluie fine hein, par le dessus. Hein. C'est ça, une pluie fine par le dessus, exactement. Il y a quand même 50 mètres de long, hein, tu disais. 50 mètres, Tu arrives à allumer 2 rangées comme ça. 2 rangées, oui. 2 rangées comme ça, sans être connecté au réseau d'eau ni électricité, c'est quand même bien. Oui, c'est bien. Ça pourrait être mieux, mais c'est déjà bien. Je suis assez satisfait, voilà. Oui, mais il faut rappeler, pardon, excuse-moi, que tu as un petit chemin d'accès. Tu es à combien d'altitude ici? On n'est pas à plus de 500. Donc c'est pas haut en soi, mais bon, on a quand même le climat montagnard avec les montagnes autour qui font qu'il fait très froid en hiver et bon, comme on est bas, il fait très chaud l'été. Okay. Donc du coup aussi, voilà, quand c'est pas arrosé par aspersion, donc dans les serres, c'est arrosé par goutte à goutte. Donc là par exemple sur le paillage tissé, donc on a le réseau l'arrivée on va dire secondaire de l'électrovanne, ce tuyau là, et dessus il y a des petites vannes que j'ouvre et que je ferme bien sûr selon le besoin, sur lequel du coup est branché du coup des gouttes à gouttes. Donc là on peut voir les gouttes à gouttes qui sont ici, donc les rangées de gouttes à gouttes, voilà. Le goutte à goutte permet un arrosage localisé, d'économiser l'eau en quelque sorte parce que tu la mets à l'endroit voulu, au pied des racines par exemple de tomates. J'avais entendu que certains décalaient l'arrosage goutte à goutte au fur et à mesure de la croissance des tomates pour les forcer à aller chercher l'eau, c'est ça hein? Exactement, du coup en fait le goutte à goutte on le laisse maximum 15 jours au pied de la tomate pour le bon développement dès le départ. Et une fois que c'est développé, il y a 3 tuyaux pour 2 rangées. Le tuyau
il va passer environ à 30 cm du pied de tomate de chaque côté, un tuyau en plein milieu et un autre vraiment de l'autre côté, quoi. C'est pour forcer vraiment les tomates à aller chercher l'eau assez loin et du coup capter un maximum d'éléments minéraux. D'accord. Là, c'est un gros investissement quand même tout ça, non? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens là, qui sont un peu dans ton cas, qui ont une source, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Qu'il faut arroser quand même un minimum. Enfin, il y a besoin. Alors après le goutte à goutte, c'est quand même un investissement. Donc sachant que sur 5000 m², pour bien arroser, là actuellement on a 5 km de goutte à goutte. Donc 5 km, ça représente environ, je dirais minimum 2500 €, rien que de goutte à goutte. Après il faut des thés, des raccords, des choses comme ça. Plus les tuyaux primaires, secondaires. Donc si on veut sur 5000 m² vraiment un bon arrosage, il faut compter minimum, rien qu'en matériel, on va dire, en soi, au moins je dirais 4000 € quoi, minimum. En se faisant l'installation soi-même. Exactement, voilà, exactement. Voilà. Okay. Oui, sans compter après, bien sûr, le bassin, la bâche, etc., qu'on verra après, mais qui est aussi un investissement très conséquent. Ok, ben, du coup là c'est à l'extérieur, du coup là on voit un peu mieux comment est fichu un peu tous les raccords. Donc là on a l'arrivée principale qui arrive de l'électrovanne directement. Et depuis là du coup on part du 25, donc 25 avec des raccords, une vanette pour ouvrir et fermer du coup la planche, du coup voilà, chaque fois c'est une planche. Et de là, du coup, part c'est du 16-19 et dessus, du coup, il y a les goutteurs qui sont tous disposés, donc plus ou moins tous les 25 cm. La première place, c'est du radis noir. Donc voilà, c'est 25-30 cm parce que du coup, c'est toujours des planches permanentes qui font 1,20 m de large. Et en général, on fait 4 ans de radis, par exemple, ou de salade tout le temps, quoi. 1,20 m de large, parce que mon bras fait 60 cm, donc pour pouvoir atteindre à peu près le milieu d'un côté, le milieu de l'autre. C'est ça, c'est ça. C'est la largeur, on va dire, optimale pour pas trop se casser le dos si on doit intervenir en plein milieu de la planche. D'accord. Et donc là, tuyau, tu disais en 25, donc c'est le diamètre, 25 donc, mm, donc ça fait 2,5 cm, c'est ça de diamètre. C'est ça. Et là, c'est donc tuyau goutte à goutte, qui est emboîté avec des T, hein, donc dans un autre système. Et les gros tuyaux là-bas qui étaient aux électrovannes, c'est du combien ça pour les gens? Alors le gros tuyau c'est du 50. 50, celui qui ramène de la mare à l'électrovanne. Voilà. Et les électrovannes aussi c'est du 25. 25. Voilà. On part du 50, donc il faut des raccords à compression comme celui-là, mais en 50, avec une réduction en 25. Voilà. Et depuis là, du coup, tout est géré en 25 après. Oui, puis quand on réduit les tuyaux, ça augmente la pression en plus. Hein. Ça augmente comment dire, ça augmente légèrement la pression en fait. Il faut pas repasser du petit à du gros, mais quand on passe du gros à du petit, ça augmente un peu la pression. Légèrement, voilà. Ici, on est autonome en eau, du coup, voilà, donc on a une source, une petite source qui coule. Bon, elle coule encore un tout petit peu en été, mais suffisamment. Et en fait, le bassin va juste faire zone tampon pour éviter de prendre trop de d'un coup. Parce que la source ne pourrait pas alimenter directement un tuyau. Voilà. Donc voilà, c'est juste une grosse zone tampon qui fait environ entre 100 et 120 m3. Oui, voilà, on voit aussi que dans la mare, l'avantage c'est qu'on a de l'eau. Hein. On peut aussi faire une production supplémentaire avec des poissons, ceux qui se nourrissent de poissons, ou avec des végétaux aussi comestibles et qui peuvent être mis dans la mare, hein, vu qu'on crée un nouvel écosystème. Ici, ça me fait penser un peu à Sepp Holzer. Sepp Holzer, ce qu'il avait fait, c'est qu'il était effectivement en pente. Il faisait des productions en altitude et donc là, au tout début, il avait utilisé aussi la pelle, hein, pour terrasser, pour quand on est en pente, en altitude, faire des plateaux pour garder l'eau. Le fait qu'il y ait une mare aussi, ça va faire réfléchir le soleil, ça peut aider à réchauffer localement au printemps par exemple, et c'est un des principes de permaculture, la gestion de l'eau, donc garder l'eau le plus possible sur le site. Et on a un très bon exemple ici qui nous montre voilà comment on fait pour gérer cette eau, la garder sur le site et la réutiliser intelligemment.